Celle d'Éthéocle et de Polynice, celle de tes frères. Non, tu crois la savoir, tu ne la sais pas. Personne ne la sait dans Thèbes, que moi. Mais il me semble que toi, ce matin, tu as aussi le droit de l'apprendre. Ce n'est pas bien beau, tu vas voir. Que te rappelles-tu de tes frères, d'abord? 2 compagnons de jeu qui te méprisaient sans doute, qui te cassaient tes poupées, se chuchotant éternellement des mystères à l'oreille, l'un de l'autre pour te faire enrager. C'étaient des grands. Après, tu as dû les admirer avec leurs premières cigarettes, leurs premiers pantalons longs. Et puis, ils ont commencé à sortir le soir, à sentir l'homme, et ne t'ont plus regardé du tout. J'étais une fille. Tu voyais bien ta mère pleurer, ton père se mettre en colère. Tu entendais claquer les portes à leur retour et leur ricanement dans les couloirs, et ils passaient devant toi, goguenards et veules, sentant le vin. Une fois, je m'étais cachée derrière une porte. C'était le matin. Nous venions de nous lever, et eux, ils rentraient. Polynice m'a vu. Il était tout pâle, les yeux brillants et si beaux dans son vêtement du soir. Il m'a dit « Tiens, tu es là, toi ?» Et il m'a donné une grande feuille de papier qu'il avait rapportée de sa nuit. « Et tu l'as conservée, n'est-ce pas, cette fleur? Et hier, avant de t'en aller, tu as ouvert ton tiroir et tu l'as regardée longtemps pour te donner du courage. Qui vous a dit cela? Pauvre Antigone avec ta fleur de cotillon. Sais-tu qui était ton frère? Je savais que vous me diriez du mal de lui en tout cas. Un petit fêtard imbécile, un petit carnassier dur et sans âme, une petite brute tout juste bonne à aller plus vite que les autres avec ses voitures, à dépenser plus d'argent dans les bars. Une fois, j'étais là, ton père venait de lui refuser une grosse somme qu'il avait perdue au jeu. Il est devenu tout pâle et il a levé le poing en criant un mot ignoble. Ce n'est pas vrai. Son poing de brute a tout volé dans le visage de ton père, c'était pitoyable. Ton père était assis à sa table, la tête dans ses mains, il saignait du nez, il pleurait. Et dans un coin du bureau, Polynice ricanait, qui allumait une cigarette. « Ce n'est pas vrai. Rappelle-toi, tu avais 12 ans, vous ne l'avez pas revu pendant longtemps. C'était vrai, cela ?»« Oui, c'est vrai. » C'était après cette dispute, ton père n'a pas voulu le faire juger. Il s'est engagé dans l'armée argienne, et dès qu'il a été chez les Argiens, la chasse à l'homme a commencé contre ton père, contre ce vieil homme qui ne décidait pas à mourir, à lâcher son royaume. Les attentats se succédaient et les tueurs que nous prenions finissaient toujours par avouer qu'ils avaient reçu de l'argent de lui. Pas seulement de lui d'ailleurs, car c'est cela que je veux que tu saches, les coulisses de ce drame où tu brûles de jouer un rôle, la cuisine. J'ai fait faire hier des funérailles grandioses à Éthéocle. Éthéocle est un héros et un saint pour Thèbes maintenant. Tout le peuple était là. Les enfants des écoles ont donné tous les sous de leur tirelire pour la couronne. Des vieillards faussement émus ont magnifié avec des trémolos dans la voix le bon frère, le fils d'Oedipe, le prince royal. Moi aussi j'ai fait un discours, et tous les prêtres de Thèbes au grand complet, avec la tête de circonstance, et les honneurs militaires, il fallait bien. Tu penses que je ne pouvais tout de même pas m'offrir le luxe d'une crapule dans les 2 camps? Mais je vais te dire quelque chose à toi, quelque chose que je sais seul, quelque chose d'effroyable. Éthéocle, ce prix de vertu, ne valait pas plus cher que Polynice. Le bon fils avait essuyé, lui aussi, de faire assassiner son père. Le prince loyal avait décidé lui aussi de vendre Thèbes au plus offrant. Oui, crois-tu que c'est drôle? Cette trahison pour laquelle le corps de Polynice est en train de pourrir au soleil. J'ai la preuve maintenant qu'Éthéocle, qui dort dans son tombeau de marbre, se préparait, lui aussi, à la commettre. C'est un hasard si Polynice a réussi son coup avant lui. Nous avions affaire à 2 larrons en foire qui se trompaient l'un à l'autre en nous trompant et qui se sont égorgés comme 2 petits voyous qu'ils étaient, pour un règlement de compte. Seulement, il s'est trouvé que j'ai eu besoin de faire un héros de l'un d'eux. Alors, j'ai fait rechercher leurs cadavres au milieu des autres. On les a retrouvés embrassés pour la première fois de leur vie, sans doute. Ils s'étaient embrochés mutuellement. Et puis la charge de la cavalerie arienne leur avait passé dessus. Ils étaient embouillis, Antigone, méconnaissables. J'ai fait ramasser un des corps, le moins abîmé des 2, pour mes funérailles nationales, et je donnai l'ordre de laisser pourrir l'autre où il était. Je ne sais même pas lequel, et je t'assure que cela m'est bien égal. Pourquoi m'avez-vous raconté cela? Valait-il mieux te laisser mourir dans cette pauvre histoire? Peut-être. Moi, je croyais. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je vais remonter dans ma chambre. Ne reste pas trop seul, va voir Raymond ce matin. Marie-toi vite. Oui. Tu as toute ta vie devant toi. Notre discussion était bien oiseuse. Je t'assure, tu as ce trésor, toi encore. Oui.
Rien d'autre ne compte, et tu allais le gaspiller. Je te comprends, j'aurais fait comme toi à 20 ans. C'est pour ça que je buvais tes paroles. J'écoutais du fond du temps un petit crayon maigre et pâle comme toi, et qui ne pensait qu'à tout donner lui aussi. Marie-toi vite, Antigone. Sois heureuse, la vie n'est pas ce que tu crois. C'est une eau que les gens laissent couler sans le savoir, entre leurs doigts ouverts. Ferme tes mains vite, retiens-la. Tu verras, cela deviendra une petite chose dure et simple qu'on grignote. Assis au soleil, ils te diront tout le contraire parce qu'ils ont besoin de ta force et de ton élan. Ne les écoute pas, ne m'écoute pas quand je ferai mon prochain discours devant le tombeau de Théocle. Ce ne sera pas vrai, rien n'est vrai que ce qu'on ne dit pas. Tu l'apprendras, toi aussi, trop tard. La vie, c'est un livre qu'on aime. C'est un enfant qui joue à vos pieds, un outil qu'on tient bien dans sa main, un banc pour se reposer le soir devant sa maison. Tu vas me mépriser encore, mais de découvrir cela, tu verras, c'est la consolation dérisoire de vieillir. La vie, ce n'est peut-être tout de même que le bonheur. Le bonheur. Un pauvre mot, hein. Que sera-t-il, mon bonheur? Quelle femme heureuse deviendra-t-elle, la petite Antigone? Quelle pauvreté faudra-t-il qu'elle fasse, elle aussi, jour par jour, pour arracher avec ses dents son petit lambeau de bonheur? Dites, à qui devra-t-elle mentir? À qui sourire? À qui se vendre? Qui devra-t-elle laisser mourir en détournant le regard? Tu es folle, tais-toi. Non, je ne me tairai pas. Je veux savoir comment je m'y prendrai, moi aussi, pour être heureuse. Tout de suite, puisque c'est tout de suite qu'il faut choisir. Vous dites que c'est si beau, la vie. Je veux savoir comment je m'y prendrai pour vivre. Tu aimes Aimon? Oui, j'aime Aimon. J'aime un Aimon dur et jeune, un Aimon exigeant et fidèle, comme moi. Mais si votre vie, votre bonheur doivent passer sur lui avec leur usure, si Aimon ne doit plus pâlir quand je pâlis, s'il ne doit plus me croire morte quand je suis en retard de 5 minutes, s'il ne doit plus se sentir seul au monde et me détester quand je ris sans qu'il sache pourquoi, s'il doit devenir près de moi le monsieur Aimon, s'il doit apprendre à dire oui, lui aussi, alors je n'aime plus Aimon. Tu ne sais plus ce que tu dis, tais-toi. Si, je sais ce que je dis, mais c'est vous qui ne m'entendez plus. Je vous parle de trop loin maintenant, d'un royaume où vous ne pouvez plus entrer avec vos rides, votre sagesse, votre ventre. Ah, je ris, Créon, je ris parce que je te vois à 15 ans, tout d'un coup. C'est le même air d'impuissance et de croire qu'on peut tout. La vie t'a seulement ajouté ces petits plis sur le visage et cette graisse autour de toi. Te tairais-tu, enfin? Pourquoi veux-tu me taire? Parce que tu sais que j'ai raison? Tu crois que je ne lis pas dans tes yeux ce que tu le sais? Tu sais que j'ai raison, mais tu ne l'avoueras jamais parce que tu es en train de te défendre ton bonheur en ce moment comme un os. Le tien et le mien, oui, imbécile. Vous me dégoûtez tous avec votre bonheur, avec votre vie qu'il faut aimer coûte que coûte. On dirait des chiens qui lèchent tout ce qu'ils trouvent. Et cette petite chance pour tous les jours, si on n'est pas trop exigeant. Moi, je veux tout de suite, et que ce soit entier, ou alors je refuse. Je ne veux pas être modeste, moi, et me contenter d'un petit morceau si j'avais été bien sage. Je veux être sûre de tout aujourd'hui, et que cela soit aussi beau que quand j'étais petite, ou mourir. Allez, commence, comme ton père. Comme mon père, oui, nous sommes de ceux qui posent les questions jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il ne reste vraiment plus la petite chance d'espoir vivante, la plus petite chance d'espoir à étrangler. Nous sommes de ceux qui lui sautent dessus quand ils le rencontrent. Votre espoir, votre cher espoir, votre sale espoir. Tais-toi, si tu te voyais en criant ces mots, tu es laide. Oui, je suis laide, c'est ignoble, n'est-ce pas, ces cris, ces sursauts, cette lutte de chiffonnier. Papa n'est devenu beau qu'après, quand il a été bien sûr, enfin, qu'il avait tué son père, que c'était bien avec sa mère qu'il avait couché, et que rien, plus rien ne pouvait le sauver. Alors, il s'est calmé, tout d'un coup. Il a eu comme un sourire, et il est devenu beau. C'est fini, il n'a plus qu'à fermer les yeux pour ne plus voir. Ah, vos têtes, vos pauvres têtes de candidats au bonheur, c'est vous qui êtes laids, même les plus beaux. Vous avez tous quelque chose de laid au coin de l'œil ou de la bouche. Tu l'as bien dit tout à l'heure, Créon, la cuisine. Vous avez des têtes de cuisinier. Je t'ordonne de te taire maintenant, tu entends? Tu m'ordonnes, cuisinier? Tu crois que tu peux m'ordonner quelque chose? L'antichambre est pleine de monde, tu veux donc te perdre? On va t'entendre. Eh bien, ouvre les portes, justement, ils vont m'entendre. Vas-tu te taire, enfin, mon Dieu? Allons, vite, cuisinier, appelle tes gardes.